La plateforme d'intégration et de test de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est une institution permettant aux scientifiques d'effectuer leurs recherches et développements technologiques au plus haut niveau. Ici, à Guyancourt, l'APIT met son savoir-faire au service du développement d'instruments d'observation du fond des océans jusqu'à l'espace par la mise à disposition de moyens mutualisés. Notre travail, c'est de fournir à la communauté scientifique des moyens de faire leurs tests ou leurs intégrations. Nos équipements sont adaptés pour des instruments qui sont pour l'étude du climat, donc qui sont des instruments qui vont faire des mesures dans l'environnement extérieur. Ça peut être de la température, la pression, les nuages, l'humidité, ce genre de choses. Et aussi pour des instruments qui vont aller dans l'espace avec un peu la même idée, donc soit observer la Terre, donc son atmosphère, ses polluants, mais aussi des instruments qui vont aller vers des planètes. Et ces planètes-là aussi, on va regarder qu'est-ce qui la compose, qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère, comment elle est éclairée par le soleil, ce genre de choses. L'APIT est équipé de nombreux instruments permettant de s'approcher du vide et des températures spatiales, ainsi que des conditions extraterrestres telles que l'atmosphère martienne, ceci permettant une large gamme de tests pour des applications scientifiques variées. Quand on va aller sur un instrument spatial, là il y aura des contraintes supplémentaires parce que forcément l'instrument ne peut pas tomber en panne, on ne peut pas aller le réparer dans l'espace. Et donc l'instrument doit être extrêmement fiable, qu'il va être intégré dans ce qu'on appelle une salle blanche ou une salle propre, dans laquelle l'environnement est contrôlé, aussi bien en température, en hygrométrie qu'en poussièrement, pour que l'équipement ne soit pas fragilisé et surtout qu'il n'y ait pas de poussière dessus parce que systématiquement les poussières vont se déposer sur les cartes électroniques et donc les fragiliser ou sur les parties optiques des instruments. C'est l'instrument de remplacement de Phébus. Il est dans les mêmes conditions ou presque de vide, en tout cas pour l'instrument, c'est pour ça qu'il y a des pompes autour. Si on a des informations qui sont surprenantes sur le vrai instrument qui est distant, de refaire exactement la même chose ou d'essayer de refaire la même chose ici, de faire les mêmes mesures, voir comment ça se passe. Là, il est sous un flux ISO 5 qui permet qu'il ait un taux de poussière très faible, en tout cas qualifié, de quelques milliers de particules plus petits que 0,5 microns par mètre cube d'air. Donc ça, c'est une maquette de Phébus. Alors c'est pas du tout un proto ni quoi, c'est vraiment de la pure maquette pour présenter l'instrument. On voit Phébus à l'échelle 1. Donc c'est un instrument qui fait 7,5 kg à peu près pour ces dimensions-là. Voilà, et donc vu de l'extérieur, on a ici le baffle qui permet de limiter les lumières parasites qui viendraient contaminer nos mesures, qui est accommodé en fait à l'extérieur du satellite. Donc les photons arrivent par le baffle, sont renvoyés par un miroir qui est ici. On a, pour ceux qui connaissent la fente du spectromètre, qui est localisée quelque part dans ce plan, 2 réseaux de diffraction ici qui vont nous permettre de venir séparer les raies dans l'UV de la lumière qu'on reçoit vers donc 2 détecteurs principaux qui sont ici. Donc Phébus est un instrument qui est sur la mission Bepi-Colombo de l'ESA, qui est une mission en route actuellement vers Mercure. Alors Phébus est un instrument qui va s'attacher à caractériser la composition de l'exosphère de Mercure. Alors l'exosphère, on peut voir ça comme l'atmosphère de Mercure, qui est juste très peu dense, et donc elle va caractériser cette composition et aussi son interaction avec le milieu, la surface de la planète, et également ses variations temporelles et géographiques autour de la planète. Pour faire ça, Phébus est un spectromètre ultraviolet qui va donc mesurer le contenu spectral de ce qui est émis, de la lumière qui est émise par l'exosphère de Mercure. Connaissant l'émission spectrale de l'exosphère, on est capable de déterminer quels sont les éléments qui sont contenus dans l'exosphère. Un certain nombre d'activités d'intégration et tests ont été réalisées à l'APIT. La plus importante a été justement tout ce qui est intégration, c'est-à-dire que l'instrument a été assemblé dans les salles blanches de l'APIT, et à peu près tous les modèles, c'est-à-dire tous les prototypes de l'instrument, donc en conditions propres, ce qui est important pour un instrument spatial, a fortiori un instrument d'optique et a fortiori un instrument qui travaille dans l'UV. Dans les salles blanches aussi, ce qu'on a fait, c'est tout ce qui est test fonctionnel, alignement optique,
une certaine partie des tests d'optique, c'est-à-dire de performance de l'instrument, pas tous, mais une partie. On a aussi profité d'un certain nombre de moyens de tests d'environnement de la PIT, la cuve à vide notamment, et le pot vibrant pour tester certains sous-systèmes de l'instrument. Tous les mécanismes qui partent dans l'espace doivent être testés en durée de vie, c'est-à-dire qu'on les sollicite continuellement pendant une durée qui est représentative en nombre de cycles de la mission. Et ça a été fait dans l'enceinte à vide de la PIT pendant 1 mois et demi, je crois. Alors BP Colombo a été lancé depuis Kourou en fin 2018. Donc le modèle de vol est parti à ce moment-là sur le satellite. La croisière est en cours. Par contre, pendant le développement de l'instrument, et comme très souvent, voire toujours, quand on développe un instrument, on développe son modèle de vol, mais aussi son jumeau, qu'on appelle le flight spare, donc le modèle de rechange, qui est là pour, si le modèle de vol, une fois intégré sur le satellite, avant le lancement, présente des défauts, un problème ou quoi que ce soit, on est capable assez rapidement de faire l'échange. Donc c'est vraiment son jumeau. Celui-là, normalement, ne part pas. Et dans tous les cas, il reste, après le lancement, un modèle qui est vraiment identique au modèle de vol sur Terre. Donc aujourd'hui, à la PIT, dans la salle blanche, il reste ce flight spare de Phébus, qu'on garde pour réaliser éventuellement des caractérisations optiques sur l'instrument, si nécessaire. On utilise aussi occasionnellement pour vérifier des comportements qu'on observe en vol. Une fois que les équipements sont intégrés, assemblés, donc nous on fournit l'infrastructure pour assembler tout ça, les équipements vont être testés pour être sûrs de leur capacité, de leur fonctionnement, et puis pour les fiabiliser aussi. On a une fonction d'ingénieur d'essai, donc c'est nous qui réalisons les tests, et on a aussi une fonction de conseil. Les personnes qui veulent utiliser nos moyens, que ce soit le pot vibrant, les enceintes climatiques ou la cuve à vide thermique, viennent avec une idée en tête, nous proposent ce qu'ils veulent faire, on leur dit si c'est faisable, si c'est pas faisable, et au pire, on adapte. Ou eux s'adaptent à nous. Et particulièrement à la PIT, nous avons des enceintes climatiques qui reproduisent les conditions de température, d'humidité et de pression pour des instruments terrestres. On peut adapter la pression en fonction de l'altitude. Alors soit la pression en absolu, on lui dit on veut 10 millibars, 100 millibars, 200, 500 millibars. Elle va se mettre à la pression qu'on lui demande. Mais on peut lui dire aussi simule-moi la pression à 10 km d'altitude. Et pour les instruments spatiaux, on va aller carrément à un degré supérieur pour aller sur du vide spatial ou simuler une atmosphère. Particulièrement, on est capable de simuler l'atmosphère de Mars. Si Mars, c'est la cuve à vide thermique de la PIT, parce qu'elle a la capacité de reproduire l'atmosphère martienne en composition et en pression. Mais à la base, c'est une cuve qui est censée reproduire les conditions spatiales. Au départ, on a imaginé la mise en œuvre d'une nouvelle filière spatiale. Et l'idée, c'était de pouvoir répondre à des enjeux scientifiques qui étaient pas forcément accessibles avec un gros satellite en orbite. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est de mettre en œuvre une future constellation de petits satellites, notamment pour faire la mesure du bilan radiatif de la Terre. Alors, le bilan radiatif de la Terre, au sommet de l'atmosphère, on a plusieurs flux. On a un flux qui est d'origine solaire. Donc, c'est un flux qui est aux alentours de 340 watts par mètre carré. Ensuite, on a un flux qui va être réfléchi, c'est ce qu'on appelle le flux albédo. Il est de l'ordre de 100 watts par mètre carré. Et ensuite, l'autre composante, c'est ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge de la Terre. Ça fait 240 watts par mètre carré. Donc 340 moins 100 moins 240 watts par mètre carré, normalement, on doit trouver une valeur qui est égale à 0, quand le système est à l'équilibre. On a une valeur qui est positive. Une valeur positive signifie que la température de la planète va augmenter. Donc on est sur un réchauffement climatique. Et pourquoi on a des valeurs positives? Parce qu'on va associer des forçages radiatifs, comme par exemple le CO2, le méthane. Tous ces gaz à effet de serre ont une tendance à avoir un effet sur le réchauffement. À l'inverse, quand on a des éjections des aérosols, eux ont un effet négatif sur le climat. On va créer un refroidissement. Une éruption volcanique, sur une certaine durée, ça crée un moment une diminution de la température de la planète. Et comme on s'intéresse à avoir à un moment des mesures de flux toutes les 3 heures et d'avoir une bonne résolution spatiale, ce qui est vraiment fondamental, c'est d'avoir à un moment du multipoint. Et qui dit multipoint dit plusieurs satellites en orbite. UVSQ-SAT, c'est le premier satellite de notre filière, de notre dispositif. Pour moi, la PIT et l'OVSQ, c'est un élément qui est fondamental dans un système de recherche
parce que ce qu'on avait imaginé dans la mise en œuvre de notre dispositif, c'est d'avoir au maximum les moyens à proximité de nous. Donc on est dans une stratégie de réappropriation industrielle, de territorialité. Aujourd'hui, au niveau national, un GIS s'est créé. Et cette structure vise à optimiser la façon dont les moyens sont utilisés, donc au niveau national et donc en particulier au niveau francilien. Au niveau de la région parisienne, il existe plusieurs plateformes ou stations d'étalonnage un peu semblables ou en tout cas avec des missions proches de celles de l'APIT. Nous, à Guyancourt, donc lieu d'implantation de l'APIT, il est clair que du fait de l'écosystème qui existe, donc les laboratoires, il y a des écoles aussi avec des enseignements sur le spatial, mais aussi la présence de start-up ou de sociétés de petite et moyenne taille qui travaillent dans ces domaines. Il y a un véritable besoin d'une telle installation. Donc on a mis en œuvre un dispositif, on a intégré le satellite dans les salles blanches de l'OVS Cupit, donc qui sont à côté de nos dispositifs. Ensuite, on avait à un moment tous les moyens de test pour pouvoir vérifier la tenue du satellite en environnement. Donc un pot vibrant ou vibrateur électrodynamique qui permet de simuler les conditions dans lesquelles seront les instruments ou dans lesquelles ils vont être transportés. On va les secouer en fait de façon un petit peu plus forte que ce qu'ils vont subir pour être sûr que, par exemple, un satellite ou un instrument d'un satellite soit capable de résister à un décollage d'une fusée, c'est assez violent. Mais on peut aussi avoir pour des instruments terrestres, par exemple, pour être sûr qu'ils résistent à la houle quand ils sont sur la mer, pour être sûr qu'un instrument aussi, par exemple un morceau de télescope, résiste à un tremblement de terre, parce qu'ils peuvent être mis dans des endroits où il y a des tremblements de terre. Ce sont des exemples qu'on a déjà fait récemment. Cette bobine-là, c'est elle qui va vibrer. Là, il est en position horizontale, donc il est couplé à une table. C'est avec cette table-là que, par exemple, on va faire... ça dépend des manips, mais là, ça peut être l'axe X, ça peut être l'axe Z. Là, le pot, comme ça, il est dans son axe Z. Alors, en général, on prépare un test en demandant d'abord la spécification du client. Et ensuite, on lui demande aussi combien d'accéléromètres il veut. Un accéléromètre, c'est un petit capteur piézoélectrique qui va recevoir une tension et qui va répondre en fonction de la tension qu'il va recevoir, une autre tension qui va être retransformée en réponse sur le système d'acquisition. Et donc, on rentre les niveaux dans le pot vibrant pour des recherches de résonance, pour des cyclages en sinus. Et donc, ça nous donne un retour de ce que voit son équipement à différents niveaux. Donc, en recherche de résonance, c'est pour voir s'il y a une carte qui bouge ou autre chose à une fréquence dédiée. C'est un profil assez classique pour des aléatoires. Donc, c'est pas des sinus. Les sinus, tu vas avoir quelque chose d'assez régulier. Et là, en fait, on a un profil où tu as une montée. Tu as un petit palier, après tu redescends pour pas que le pot s'arrête brutalement. Et en fait, là, entre 20 Hz et 2000 Hz, le pot il va envoyer toutes les fréquences en même temps. Grâce à une étroite collaboration avec le LATMOS, UV-SQSat, un satellite révolutionnaire permettant l'étude du climat depuis l'espace, a pu être intégralement assemblé et testé dans les salles de l'APIT. Pour moi, la réussite d'UV-SQSat passe par la relation qu'on a eue avec les responsables de l'APIT et surtout la proximité. C'est-à-dire qu'en permanence, on a eu de l'aide, c'est-à-dire qu'ils ont eu un apport décisif dans les essais. Et ensuite, ce qui est fondamental, c'est le planning. On a bénéficié de souplesse quand on avait certains retards. À chaque fois, on a eu en permanence une aide pour nous aider à un moment à réintégrer notre dispositif, à gagner du temps et à venir en temps et en heure malgré les retards. Voilà, alors il y a une chose qui est fondamentale dans ce genre de programme, c'est qu'il faut les rendre à un moment compatibles avec des carrières.
Alors, typiquement, on a vu qu'il y avait des missions qui pouvaient durer dans le temps, qui sont très très longues. C'est-à-dire, on peut avoir une idée qui émerge à l'instant T, par exemple, aujourd'hui, et puis elle va être mise en orbite 20 ans plus tard. UVSQSat, c'est un projet qui a été réalisé de façon extrêmement rapide, puisqu'il a été conçu en même pas 2 ans, et surtout assemblé, intégré en moins d'1 an. Entre le moment où on débute le début d'intégration et le moment où il est envoyé par une fusée, il y a 1 an à peu près, même pas. Donc c'est un projet beaucoup plus rapide, et la PIT, encore une fois, a accueilli l'intégration, donc l'assemblage, d'abord de la structure, puis des différents éléments électroniques. La question à se poser, c'est comment on pouvait à un moment imaginer des dispositifs ou des missions qui pouvaient être compatibles de la durée d'une carrière, et surtout le mot-clé aussi, c'est d'un moment trouver un moment la notion d'amusement. Ce qui est fondamental, c'est que les gens trouvent un plaisir dans ce qu'ils font. Donc, dans l'affaire que l'on a mise en place, on a essayé de connecter l'industrie, on a essayé de connecter la partie éducation et la partie recherche. Et en permanence, l'idée, c'était de mettre en œuvre des moyens pour que les gens s'impliquent et qu'on sorte un peu, même parfois d'un cadre formel, pour aller vers un résultat. Là, on n'attend plus que le décollage, puis la communication pour vérifier que tout fonctionne de ce premier démonstrateur. Évidemment, après ça, et quasiment à la suite, on va en reconstruire un autre. Dès l'année prochaine, on recommence avec un suivant, voire même 2 suivants.